Got gun, Hulk left slot. Dixie left, Key left. Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line! Touchdown! 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 324 du podcast Jean Actuel en Mattei. Très heureux de vous retrouver pour votre débrief hebdomadaire des matchs NFL. À mes côtés cette semaine, Grégory Richard. Grégory, bonjour. Salut Alain, bonjour à tous. Comment on se retrouve après un featuring ailleurs? N'est-ce pas? Je te remercie encore d'ailleurs de ce formidable cadeau, mais en effet on ne s'est pas quitté bien longtemps au cours de ces derniers jours. Bon, j'en profite, du coup on fait un petit instant promo. Donc c'était la 100e du podcast de Blue Pennant que tu animes sur le college football. Donc si vous voulez aller jeter une oreille et que ça parle college football, n'hésitez pas à y aller. Il y a Grégory et du coup il y avait un quiz sur les 100 ans sur la 100e émission. Les 100 ans vous y êtes pas encore. Je confonds avec les 100 ans de la NFL. Sur la 100e émission de Blue Pennant. Donc n'hésitez pas à aller jeter une oreille à tout ça si vous êtes intéressé par le college football. Le podcast du mardi Touchdown Actu vous est présenté par le Hard Rock Café Paris avec ses soirées Game On tous les dimanches au Hard Rock Café et avec l'opération Thanksgiving qui arrive ce jeudi. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous pouvez réserver en passant par le site. On va vous remettre un petit article là-dessus ce mercredi. Et le dimanche, évidemment, pour les matchs, c'est Happy Hour pour ceux qui viennent voir les rencontres. Vous pourrez aussi les voir si vous réservez pour la soirée Thanksgiving de ce jeudi. Au niveau de l'actu de la semaine, on va se demander si les Titans seraient l'outsider de la FC Sud. La domination des 49ers, les soucis des Cowboys et la nouvelle démonstration des Ravens, ce sera aussi au programme. Tous les matchs de la semaine, les tops, les flops, vos questions, c'est le menu. On vous fait gagner aussi un petit truc encore une fois. Si vous partagez l'émission sur Facebook, Twitter, Instagram, on vous fait gagner cette semaine, c'est un programme du match Rams-Bengals à Londres. Donc on ferait un petit tirage au sort. La semaine dernière, il y avait une casquette du Hard Rock Café à gagner. Et ben on essaye presque à toutes les émissions d'ici la fin de l'année. J'ai planifié pour vider la réserve de cadeaux. On aura des trucs avec quasiment toutes les émissions. Donc cette fois, programme du match Rams-Bengals qui a eu lieu à Londres il y a quelques semaines. Donc vous partagez l'émission sur Facebook, Twitter ou Instagram une fois qu'elle est en ligne. C'est la seule chose que vous avez à faire et on tirera au sort parmi tous ceux qui ont partagé. Voilà pour le menu. On passe au premier jingle et ensuite les affiches de la semaine. Henry, running lane. Henry, turning on the speed. Derrick Henry, stiff arm. Henry, another. Oh, he's done it again. Oh, Henry. Touchdown, Titans. Titans 42, Jaguars 20, les Texans sont en tête de la FC Sud, les Colts sont juste derrière, mais si finalement Grégory, l'équipe à surveiller était Tennessee, ils ont en tout cas frappé fort sur un rival de division. Grégory, on cherche toujours la meilleure équipe de cette AFC Sud, ça change un peu toutes les semaines, est-ce que ça pourrait finir par être eux ? En tout cas, très clairement, la dynamique s'est considérablement inversée au cours du dernier mois. Je ne sais pas si tu veux qu'on mette directement les pieds dans le plat, mais notamment de par le changement de quarterback, c'est assez indéniable de ne pas le mettre en avant. Avec Marcus Mariota, on n'avait pas que des mauvaises prestations, mais en tout cas, on avait toujours cette inconstance, notamment dans le domaine aérien. Et depuis que Ryan Tannehill a récupéré les clés de cette attaque, ça fonctionne plus que correctement. Ils sont à 20 points de moyenne, à au moins 20 points marqués sous la coupe de l'ancien quarterback des Dolphins. Et ils viennent de marquer un peu moins de 80 points, je crois, que sur les deux derniers matchs, dont là contre le Jacksonville, qui jouait un petit peu quand même son match de la dernière chance, justement, de par le fait que les équipes devant dans la FC Sud commençaient à se dégager. Et ça a mis un petit peu de temps à se mettre en route du côté de Tennessee, mais on a pleinement, défensivement, on voyait que depuis le début de la saison, le travail qui était fait par Mike Vrabel et Dean Pease était assez cohérent. C'est vraiment en attaque, et notamment sur la ligne offensive où ça pose des questions. Là, très clairement, on s'aperçoit que toutes les pièces commencent à bien s'emboîter du côté de Nashville. Et sait-on jamais, ils n'ont pas un calendrier hyper évident en fin de saison régulière, mais oui, ça peut clairement être une équipe qui peut jouer les troubles-fêtes jusqu'à la dernière minute.
je vais prendre un peu moins de pincettes que toi, ils nous ont endormis en début de saison, on va pas se mentir, mais il faut rendre à Ryan Tannehill, comme tu le disais, ce qui lui appartient, 5 matchs, 72,1% de passes complétées, 1420 yards, 10 touchdowns, 4 interceptions, 3 touchdowns au sol en plus, encore un dans ce match très impressionnant, hein, où il est allé vraiment au mastic sur la course, et 3 victoires. Moi j'ai envie de dire, Tannehill il est pas dominant, mais il est suffisant. Ouais, oui, non, en tout cas, clairement, en tout cas, mentalement, il fait pas d'erreurs. En tout cas, les erreurs qu'on pouvait notamment lui reprocher dans ses premières années du côté de Miami, là, très clairement, je sais pas si c'est le fait d'avoir, en effet, démarré en tant que numéro 2 du côté de la hiérarchie des quarterbacks à Tennessee qui a fait qu'il s'est peut-être remis un petit peu en question, il a peut-être travaillé un petit peu plus dans ce registre-là, si tant est qu'on puisse vraiment travailler le mental, mais en tout cas, voilà, limiter un petit peu les erreurs. Voilà, après c'est pas du jeu profond à outrance, mais en tout cas, comme je le disais, c'est du jeu intermédiaire qui est quand même plus que bien exploité, et en effet, quand il faut prolonger les jeux et courir, ce qui n'est pas forcément la faculté première de Tannehill, il le fait très bien, comme il a fait ce week-end contre les Jaguars. Ils ont un peu les bases, ils utilisent bien Derrick Henry, qu'on cite peut-être pas assez aussi parmi les bons coureurs de cette ligue. Alors, c'est pas la finesse d'un Saquon Barkley ou d'un Christian McCaffrey, hein, c'est pas le lac des signes, c'est plus bulldozer. 159 yards de touchdown quand même sur ce match, il marche sur les Jaguars à chaque fois qu'il les croise en ce moment. Ils ont vraiment des bonnes bases. Et après, on disait qu'ils nous ennuyaient passé, parce que là ils sortent même des petites fantaisies. Il y a un touchdown capté par un lineman, il y a une passe tentée par Derrick Henry, alors il réussit pas mais elle est tentée, et il y a cette explosion offensive dans le troisième quart, puisqu'ils ont 28 points dans ce match, ils font vraiment la différence d'un coup dans le troisième quart. C'est pas non plus totalement uniforme sur tout le match, c'est pas encore parfait, mais voilà, il y a des choses quand même, il y a un peu de vie. C'est aussi pour ça qu'on a mis cette équipe à l'honneur dans l'émission. On est en semaine 12, on commence à arriver un peu sur les mêmes choses. C'est vrai que les Titans, ça fait partie un peu des mal aimé de la NFL, une équipe qui a été souvent ennuyeuse ces dernières années, dont on a un peu de mal à parler, qu'on a un peu de mal à lire aussi parfois. Là, il y a des bases offensives, comme on le disait, et en défense, tu le disais, on a vu des choses aussi sur le début de l'année. Est-ce que ça peut tenir maintenant en fin de saison contre les Colts et les Texans, quoi? Ça peut. Alors, juste pour compléter ce que tu disais, c'est vrai que ce qui est assez symptomatique justement de cette attaque, et c'était déjà le cas en début de saison avec Mariota, c'est vrai qu'il y avait ce paradoxe justement par rapport au nouveau coordinateur offensif Arthur Smith. On a la sensation qu'il y a des matchs où c'est très bien appelé du début à la fin, et il y a des matchs où dès que ça commence un petit peu à coincer, dès qu'il commence à y avoir un grain de sable, justement ça commence à devenir un peu trop fantaisiste, et ça a un petit peu tendance à faire douter l'attaque globale de Tennessee. Et là en l'occurrence c'est vrai que sur ces dernières prestations, alors peut-être également de par le renfort de Tannehill, je trouve qu'en effet Arthur Smith est très très propre. Là il y a eu des matchs en début de saison, j'en parlais à Cleveland, à Atlanta, là contre Jacksonville, ça fait partie de ces matchs là où du début à la fin c'était globalement cohérent. Après ce qui est pour revenir à ta deuxième question, à ta deuxième analyse, c'est vrai que ce qui est pas mal en plus pour permettre à Tennessee de pouvoir lutter au coude à coude jusqu'au bout avec les Colts et les Texans, c'est qu'il y a vraiment des joueurs qui montent en puissance petit à petit, parce qu'on s'arrête sur Ryan Tannehill. Il y a A.J. Brown qui commence à vraiment prendre son rôle de receveur numéro 1 à bras le corps, si je peux parler ainsi. Adoree Jackson au poste de cornerback qui progresse également, un Harold Landry qui devient également le pass rusher qui est plus uniquement le joueur formé derrière couvé par Cameron Wake, mais qui vraiment prend la mesure de ce pass rush de Tennessee. C'est beaucoup d'éléments, en effet, qui... Alors, ça reste encore et toujours conditionné par cette ligne offensive, avec en plus un Tyler Lewan, il me semble, qui est sorti sur blessure ce match-là, donc c'est quand même à surveiller. Et voilà, on n'est pas à l'abri d'une irrégularité à ce niveau-là. C'est peut-être là où je pense où le bas blesse. Mais sur tous les autres postes, ça reste globalement solide, complet. Et encore une fois, il va y avoir des confrontations. Ils vont aller jouer à Indianapolis pas plus tard que la semaine prochaine. Ils vont recevoir Houston. Donc en effet, il y a moyen de foutre un peu la cisanie dans cette division. C'est ce que j'allais te dire, Indianapolis la semaine prochaine, ensuite ils jouent Raiders, Texans, Saints, Texans. Alors c'est compliqué, c'est que des équipes en positif, hein, du coup si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc c'est compliqué, mais d'une certaine manière ils ont leur destin entre les mains, parce qu'ils vont jouer 3 fois des adversaires de division. Donc c'est la division, hein, l'objectif. Donc, c'est la division, mais même pour une wildcard, à part les Saints bien entendu, tu joues 3 adversaires directs pour une place en play-off. Ouais, donc ils ont quand même une carte à jouer, ces Titans. Et après, avec des qualités comme ça, une défense qui progresse et un gros jeu au sol, en play-off sur un match, ils sont pas forcément bons à prendre, quoi.
C'est clair. On a vu que, alors c'est méchant sur un malentendu, mais on a vu qu'ils avaient quand même créé la surprise à l'époque à Kansas City dans un match où ils étaient loin d'être favoris, dans un match où Mariota recevait ses propres passes. Donc c'est sûr que sur un match de play-off, en effet, avec la défense qui montre et un run-stop notamment qui reste redoutable, ils seront pas bons à prendre en tout cas s'ils arrivent à se qualifier. Un mot sur les Jaguars, eux c'est fini a priori pour la course au playoff, 7ème défaite de la saison. Je sais que le symbole va être Nick Foles, et il s'est revenu beaucoup, mais est-ce qu'il peut vraiment changer quelque chose quand sa défense prend 471 yards ? C'est pour ça que j'allais te dire, c'est même pas forcément Nick Foles malheureusement, mais j'en parlais déjà ces dernières semaines. C'est vrai que cette équipe des Jaguars, c'est presque devenu les Titans de ces derniers mois en fait. C'est une équipe qui... On a l'impression qu'ils vivotent désormais dans la ligue, qu'ils disputent ces matchs parce qu'il faut les disputer, mais il faut rien en attendre d'extraordinaire en fait. Oui, l'attaque n'est pas forcément est globalement bien contenue sur ce match-là, mais comme tu dis, est-ce que c'est normal ? J'avais déjà, on va dire, poussé un petit coup de gueule contre le run-stop de Jacksonville quand il s'était fait ouvrir par Christian McCaffrey, même si c'était McCaffrey en face. Là, c'est toujours les mêmes problématiques. À partir du moment où même Ryan Tannehill te marche dessus au sol, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui ne vont pas. Et il y a un deuxième rideau notamment qui est extrêmement faible du côté de Jacksonville. Je sais que Telvin Smith a pris sa... Je ne sais pas si on peut appeler ça une année sabbatique, mais en tout cas s'est retiré des terrains, ce qui retire une menace supplémentaire à ce niveau-là. Mais par rapport à la défense ultra dominante qu'on connaissait de Jacksonville il y a encore 2-3 ans, ça fait quand même un petit peu tâche ce qu'on en voit à l'heure actuelle. Troisième défaite, et tu le dis, troisième match perdu de plus de 10 points à la suite, sixième défaite de suite à l'extérieur. Depuis la finale de conférence contre les Patriots il y a un an et demi, ils sont à 9 victoires, 18 défaites. Doug Marrone, Tom Coughlin, Dave Caldwell, qui est le bouc émissaire numéro 1, qui saute, tout saute, comment ça se passe ? Marrone va sauter, ça me paraît quasiment sûr. Caldwell, je te demande à voir, je serais pas étonné, alors c'est pas son rôle, mais est-ce que Coughlin va pas vouloir mettre la main carrément sur la gestion un peu plus sportive ? Mais là c'est vrai qu'en l'occurrence il y a eu quand même beaucoup d'essais de la part de Caldwell. Dans un premier temps, Bradley ça n'a pas été concluant, et c'est un euphémisme de dire ça parce que les résultats étaient quand même assez calamiteux. Et là en l'occurrence oui, il y a eu un petit regain de par les investissements qui ont été consentis au niveau de la défense. Mais très clairement, Jacksonville, ça reste malgré tout une belle année et malheureusement une redescente dans les entrailles de la ligue, quoi. 49ers 37, Packers 8. Pour ceux qui doutaient encore des Niners, je crois que là c'est quand même pas mal. Les Packers sortaient d'une semaine de repos, ils avaient donc eu plus de temps pour se préparer, et pourtant ils n'ont pas existé contre la défense des Niners. 198 yards pour l'attaque de Green Bay, 104 yards pour Aaron Rodgers, 0 sur 14 sur troisième tentative quand Rodgers est sur le terrain, et derrière leur attaque, 112 yards au sol, 227 dans les airs. Pour les 49ers, là je parle, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Donc, attaque complète pour les 49ers, défense énorme. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus maintenant pour que les gens finissent par s'enthousiasmer pour eux ? C'est une dernière question parce que vu qu'on nous considère comme des haters semaine après semaine, parce qu'on a tendance à relativiser un petit peu la saison des Niners, là en tout cas très clairement, c'est vrai que moi-même dans l'émission de jeudi, j'avais quelques petits doutes, notamment de par les possibles absents qu'il y a en attaque. Alors George Kittle est revenu, ce qui est une bonne chose. Maintenant, très clairement, c'est sûr que le niveau de cette ligne défensive et de cette défense en règle générale est quand même assez bluffante du côté de San Francisco. Parce qu'en effet, on peut se poser des questions du côté de Green Bay, on peut se demander comment la ligne offensive, en ayant une semaine de plus de préparation, est capable de prendre le bouillon à ce point-là. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une super rotation du côté de cette équipe des Niners. Il y a vraiment une pression qui vient d'absolument partout, avec un Arik Armstead qui fait la saison de sa vie dans une année de contrat, bizarrement. Nick Bosa également au niveau, DeForest Buckner, enfin ça vient de vraiment absolument partout, et même des joueurs qu'on pensait un petit peu perdus dans cette équipe, comme Jimmy Ward par exemple, sont capables de vraiment faire le boulot sur la couverture et sur le run-stop. Donc très, très franchement, je ne sais pas quel est le degré d'influence de Robert Saleh, le coordinateur défensif, parce qu'on nous dit, bon, il profite du fait, en effet, d'avoir récupéré de multiples linemen défensifs au premier tour de draft, donc ça contribue, etc. Mais l'ensemble de cette défense reste globalement cohérent, et si tu rajoutes à ça forcément une attaque où Kyle Shanahan réussit petit à petit à mettre sa patte en sortant encore et toujours des running backs que personne ne connaît et qui arrivent à performer, avec en l'occurrence Mostert et Wilson et Coleman. Je suis pas sûr que Wilson ait mis un touchdown, mais en tout cas les deux autres qui ont au moins marqué un TD au sol sur ce match-là.
ça devient compliqué. Je veux dire, Garoppolo, il fait un match très solide sur ce match-là, mais il a même pas besoin de faire, comme on dit semaine après semaine, il a même pas besoin de forcer son talent et d'avoir un casting extraordinaire au niveau du jeu aérien, parce que globalement, c'est assez solide. Il y a toujours ces petits points d'interrogation sur l'absence de Joe Staley qui s'est constaté à un moment donné, notamment avec un Justin Scully un petit peu en difficulté, mais globalement, c'est plus que cohérent, et oui, les Niners vont être une équipe à prendre au sérieux jusqu'au bout. Moi, je vais aller plus loin. Ils ont la défense qui autorise le moins de yards. Ils sont leaders sur les sacs avec 44 sacs. Ils ont la deuxième attaque au sol derrière les Ravens. Donc autant dire la première attaque au sol dans la NFL normale, puisque les Ravens sont hors d'atteinte. Sixième attaque sur les yards gagnés. Je vois pas ce qui ressemble plus à une équipe qui peut aller loin que ça. Et j'ai envie de retourner un peu les choses, c'est-à-dire qu'à un moment on disait oui, ils vont être testés, ils vont avoir un enchaînement énorme, Packers, Ravens, Saints, Falcons, Rams, Seahawks, ça c'est leur fin de saison, et donc on disait oui, ça va être un énorme test, c'est une des fins de saison les plus difficiles qu'on ait jamais vues, etc. Mais moi je vais retourner le truc, c'est toutes ces équipes-là qui doivent avoir peur de jouer les 49ers, c'est-à-dire qu'à part les Ravens, pour moi, ils sont favoris de tous ces matchs. Ils étaient favoris là contre les Packers. Ils le sont plus ou moins contre les Saints. Ils le sont contre les Falcons. Ils le sont largement contre les Rams qu'on a vu hier. Et ils le sont probablement contre les Seahawks aussi. Même s'ils en ont perdu un, ça arrive. C'est une rivalité de division. Alors, favoris, je sais pas. En tout cas, je suis d'accord avec toi sur le fait que s'ils gagnent à New Orleans et à Seattle, enfin même à Baltimore en l'occurrence, parce qu'encore une fois, on le dit, on le répète, c'est pas parce que on reste mesuré sur une équipe qui revient sur le devant de la scène, mais qui a galéré quand même ces dernières années, notamment en raison des conflits entre Bolky et Harbaugh. Ça, on n'apprend rien, mais en tout cas, c'est pas parce qu'on reste mesuré que je vais te dire que voilà, si San Francisco gagne tous ses matchs d'ici la fin de la saison régulière, voilà, c'est vraiment parce que les autres n'auront pas été bons ou quoi que ce soit. Il y a du niveau dans cette équipe-là, et très clairement, ils vont lutter jusqu'au bout. Par rapport à ce que tu disais, pour éventuellement même la première place de la conférence nationale, c'est pas incohérent, mais il va y avoir des sérieux tests. Et j'en reviens encore une fois, tu as pensé que je fais une fixette là-dessus, mais c'est vrai que quand j'entends des gens qui nous reprochent de dire que le calendrier était trop facile, alors c'est pas exactement notre propos, mais c'est vrai que c'est pas infamant de dire que forcément on a une vision déjà un peu plus claire et précise de ce que peuvent donner les 49ers quand ils affrontent des places fortes. Contre Seattle, ils perdent, mais s'ils gagnent, il n'y a pas scandale. Mais je peux comprendre en quoi ça peut agacer certains justement qui pensent qu'on est toujours à attendre un test alors qu'ils ont prouvé. J'ai l'impression qu'on s'est enflammé plus vite par exemple sur les Packers au début de l'année quand ils ont battu des Bears qui sont finalement atroces, et qu'on a mis quelques semaines à redescendre du wagon Packers qui aujourd'hui prend 380 yards par match sur la tronche et une attaque terriblement irrégulière. Et on a été plus chaud sur les Packers en début de saison qu'on ne l'est quasiment maintenant sur les Niners qui ont 10 victoires. Parce que le calendrier voulait aussi parce que Green Bay a battu Minnesota, parce que Green Bay a été fringant du côté de Dallas. Il y a aussi des éléments qui font que. Alors du côté des fans des Niners, on va me dire oui, on a gagné chez les Rams. Je pense que les Rams, on va en parler tout à l'heure, il y avait largement de quoi relativiser également leur victoire, et comme je disais tout à l'heure, c'est pas une question de dire que l'équipe est mauvaise, c'est pas une question de reprendre la fameuse expression c'est la plus mauvaise équipe à 10-1 ou ce genre de choses. C'est pas ça le propos, c'est encore une fois d'essayer de relativiser et de regarder globalement. Voilà, là sur ce match-là, très clairement contre une équipe qui sortait d'une bye week, ils ont été plus que fringants avec pourtant quelques absents, qu'ils ont parfaitement réussi à gérer. Et voilà, je peux rien dire d'autre que bah oui, en effet, les Niners ont montré qu'ils avaient la compétence pour clairement lutter jusqu'au bout pour la première place de conférence NFC. Mais pour moi, ça ne doit pas retirer ce qu'on a dit avant et dire qu'avant, on expliquait que San Francisco était une équipe de pipe. Attends, San Francisco était une équipe de pipe avant ? Non, voilà. Juste pour relativiser le fait que certains pouvaient penser que quand on relativisait avant le début de saison des Niners, ça voulait dire que forcément on l'y considérait comme une équipe pas bonne. Voilà. Autant pour moi. Au contraire. Bon, mais en tout cas, moi je te dis, j'y crois. Et si tu prends par exemple, alors le Ravens, évidemment c'est un choc énorme, mais par exemple le Niners Saints, pour moi c'est autant un test pour les Saints que pour les Niners. Encore une fois, on va me juger sévère avec les Saints, mais à partir du moment où tu perds de la manière dont ils ont perdu à domicile contre Atlanta il y a quelques semaines, que tu te fais accrocher par Carolina, même si c'est des matchs de division, c'est sûr que être en difficulté à domicile contre San Francisco, c'est pas non plus une sensation en soi.
je comprends qu'il y ait le bénéfice de l'expérience de Sean Payton et de Drew Brees et tout ça, mais voilà, tu vois, par exemple, les Saints ont des défaites plus embêtantes, alors même s'il y a eu la période avec Teddy Bridgewater, mais au moins les Niners n'ont pas perdu ces matchs contre des équipes mauvaises. Bien sûr, Ils ont c'est pas eu ce exactement genre comme de Buffalo, trou-là. bien entendu, ils gagnent leur match et la seule défaite de leur saison, en effet, c'est en prolongation. Dans un contexte qui est quand même assez lourd avec un kicker qui loupe un field goal décisif, donc je suis d'accord avec toi Après, 100%. après entre nous, les 49ers, c'est quand même 4 ou 5 niveaux au-dessus des Bills, hein. Notamment offensivement. C'était pas mon propos. Pour les Packers, je le disais, on s'est peut-être un peu enflammé. L'attaque est terriblement irrégulière. En défense, ils prennent 380 yards par match, je le disais. Il n'y a que les Lions, Dolphins, Cardinals et Bengals qui font pire. Donc ils peuvent prendre feu sur une fin de saison parce qu'il y a le talent, mais ça semble pas du tout en place. Globalement, t'as tout dit. Encore une fois, moi, c'est une équipe d'une semaine sur l'autre, malheureusement, avec Green Bay. Je sais pas sur quel pied danser parce que globalement, la défense est solide, mais va craquer sur certains matchs, comme ça pouvait être le cas là-dessus. Mais bon, après, l'attaque a tellement été en dessous de tout sur cette prestation-là, a tellement été engloutie par la ligne défensive adverse que de toute façon, malheureusement, je pense que bon an, mal an, la défense des Packers aurait fini par craquer de la manière dont elle a craqué. Voilà, après, bon, qu'il y ait 23-0 à la pause, c'est quand même un peu problématique à ce niveau-là quand t'as les prétentions de Green Bay. Patriots 13, Cowboys 9. Est-ce qu'on est face à un cas d'emballement un peu incontrôlé? J'avoue que j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé cette semaine à Dallas. Il y a une semaine, on parlait pas beaucoup de Jason Garrett et tout ça. Et là, en quelques jours et une défaite contre une des meilleures équipes de l'histoire, ça y est, Jason Garrett est dans la tourmente. Sera-t-il encore là l'an prochain? Va-t-il aller aux Giants? Cette rumeur d'NFL Media est incroyable. Qui a dû faire plaisir à Raphaël d'ailleurs. Non mais oui, mais ça a dû faire plaisir au coach en place des Giants aussi d'ailleurs. Aussi, ouais, c'est possible. Mais donc voilà, donc il est dans sa dernière année de contrat, bon, soit. Et maintenant, on en vient à se demander s'il sera encore là l'an prochain. Est-ce que sur ce match-là, il y a des raisons de dire faut mettre Garrett à la porte? Je le rappelle, ils perdent contre l'équipe qui a le meilleur bilan de la ligue à égalité avec les Niners. En fait, forcément, ce qui ressort, ce qui a lancé un petit peu cette espèce de petite bombe, on va dire, en interne du côté du Texas, c'est ces fameuses déclarations de Jerry Jones. C'est ça, Jerry Jones s'énerve après le match. Ouais. Voilà, qui a expliqué que avec les investissements... Alors, je paraphraserai pas, mais je grossis un petit peu, je résume sa pensée. En gros, vu les investissements qui ont été consentis ces dernières années du côté de Dallas, il ne devrait pas sortir d'une rencontre aussi frustré. Oui, et puis alors en fait, il a aussi beaucoup insisté, parce qu'on lui parlait des équipes spéciales, il y a eu un peu de bloqué encore, etc. Et donc, là où c'était très fort au niveau de la mise en cause, c'est vrai que c'est rarement mis en cause aussi directement, c'était les équipes spéciales, c'est 100% du coaching, on s'est fait avoir sur le coaching, quoi. Donc bon, là, le message, il était clair. Hein. Oui, et puis encore une fois, pour continuer là-dessus, c'est vrai que je parlais du match contre Green Bay qui a été gagné de la tête et des épaules par les Packers du côté de Dallas. Les autres rencontres, il y a quand même beaucoup de matchs qui jouent à moins d'un TD. Alors le match face aux Jets, on peut y revenir, mais c'est vrai que tu passes quand même pas loin de éventuellement gagner à New Orleans en début de saison sans Drew Brees. Je veux dire, si t'arraches au moins la prolongation sur ce match-là, c'est peut-être pas infamant non plus, parce que les Patriots, il n'y a pas 2-3 classes d'écart entre les deux équipes sur ce match-là. Il y a eu 2 énormes prestations défensives de part et d'autre. Et il y a cette défaite en effet à Minnesota, et c'est vrai que Dallas, qui en effet avait quand même un effectif relativement complet, sortait d'une fin de saison dernière qui était quand même assez convaincante. Là, on se rend compte que d'un point de vue coaching, en effet, des choses qui devraient être basiques, c'est pas respecté. Là, en l'occurrence, New England est mis dans le match tout de suite parce que, je vais pas dire de bêtises, mais les deux New England mènent 10-0, je crois, avec 2 drives qui commencent dans les 30 yards adverses. Ouais, c'est possible, il arrive tôt le pen bloqué, ouais. Donc il y a ça, il y a l'interception de Gilmore, elle est dans le camp de Dallas également. Donc c'est vrai que je peux comprendre que du côté de Jerry Jones, à un moment donné, on se dise bon, c'est vrai que l'équipe en face, c'est pas des pantins contre qui ils perdent. Encore une fois, ils perdent notamment contre Saints, Packers, Vikings, Patriots. Il y a de fortes chances que ça fasse les playoffs. Mais alors, on va prendre un cas pratique de coaching. 4e et 7, 6 minutes 08 à jouer, t'es mené de 7 points, tu tires ou tu pointes? J'ai vu cette question-là dans les commentaires. Mais tu vois, pour moi, c'est vraiment une typique de l'emballement a posteriori, quoi. C'est-à-dire que il prend le field goal, ils le mettent et il récupère le ballon à 2,38 de la fin. Il reste combien de temps mort? Je me rappelle plus de ça en fait.
Il lui en reste, je sais plus combien, mais il lui en reste et il récupère le ballon à 2,38 de la fin avec des temps morts. Donc pour moi, je vois pas pourquoi on le remet en cause. Ils ont l'occasion d'aller chercher le match à ce moment-là. S'il avait tenté la 4ème et 7 qui se plantait et qui récupérait pas le ballon, il passait encore plus pour une pipe. Oui, et puis ça aurait été une 4ème et 2, admettons à 2 yards de leur but, j'aurais compris. 4ème et 7, il fait un temps immonde en plus. Hein. En plus, c'est pas 4ème et 7 en dôme. Hein. J'ai souvent, et ça aussi, en début de saison, je disais, Jason Garrett, il peut être atteint dans sa dernière année de contrat du fameux syndrome de je craque dans les moments chauds, etc. Enfin là, c'est une 4ème et 7, où quand même, en termes de probabilité de chance que tu marques le TD, ça, c'est quand même beaucoup plus réduit. T'as une défense qui fait un gros match face à New England, qui arrive à globalement bien maîtriser Brady. Je vais dire, bon, c'est, encore une fois, moi, c'est pas ce qui me choque le plus, c'est clairement pas ce qui m'a le plus choqué ce week-end dans cette semaine NFL. On est d'accord. Bon, en tout cas, ils ont été, comme tu le dis, victimes aussi d'une équipe des Patriots qui est énormissime en défense et sur les équipes spéciales. Les équipes spéciales, on a dit. Et la défense a étouffé Dallas. Stephen Gilmore qui est limite à Mari Cooper à 0 réception. Enfin voilà, ils sont terrifiants. On l'a déjà dit à maintes et maintes reprises. On a parlé un petit peu de l'attaque la semaine dernière. Je crois que ça change pas beaucoup. Il manque encore des éléments à Tom Brady. Il y a encore des problèmes avec cette ligne. Oui, alors je vais pas dire de bêtises parce qu'encore une fois j'ai vu beaucoup de matchs. Il me semble qu'Isaiah Wynn était de retour sur la O-line. Et bizarrement, Sonny Mitchell, niveau statistique, c'est quand même un peu moins problématique que ce qu'on a pu voir depuis le début de la saison. Ça fait 85 yards sur le match. C'est peut-être pas extraordinaire non plus. En tout cas, ça s'est peut-être pas ressenti sur l'ensemble de la rencontre. Il y a déjà peut-être un léger mieux dans ce secteur-là qui peut être annonciateur de bonnes choses d'ici la fin de la saison régulière, voire dans l'optique des playoffs, puisque de toute façon maintenant c'est un peu dans cette optique-là qu'on attend New England. C'est ça. Après, bon, et puis, si tu restes dans les positifs, il reste quand même équilibré. Il y a 101 yards au sol, 181 dans les airs. Alors, évidemment, en général, il y en avait plus dans tous les secteurs, mais ça reste à peu près équilibré. Et puis, 17e année de suite à 10 victoires pour les Patriots, record NFL. On l'a dit, c'était pas beau à voir, mais voilà, ça gagne, quoi. 17 années de suite à 10 victoires, c'est délirant. Pour ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs, on l'a dit sur le site, mais je le reprécise ici, ça bat le record des 49ers qui s'était étalé sur 2 coachs et 2 quarterbacks, parce qu'il y avait Bill Walsh, le nom du coach suivant m'échappe. George Seifert, je crois. Oui, George Seifert, merci. Donc Walsh et Seifert et Montana et Steve Young, et eux, ils avaient fait 16 années de suite à 10 victoires minimum. C'était déjà énorme, et ça tombe avec les Patriots, 17. Si Tom Brady continue, visiblement, ils peuvent aller jusqu'à 20. Hein. Donc là, on est sur un record qui est déjà exceptionnel en tout cas, et on continue d'attendre les playoffs, évidemment, pour New England, parce que c'est tout ce qui compte pour eux. La petite pause et les autres affiches. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. On continue de dérouler la 12e semaine NFL, Grégory, et on commence par le match du lundi soir avec cette démonstration, cette fessée, cette volée, je ne sais plus quoi dire, Rams 6, Ravens 45. On ne peut pas mettre les Ravens en match de la semaine à chaque fois, hein, donc là on les met en premier du reste, mais 6 drives, 6 touchdowns, 285 yards au sol, 40 minutes de possession, match plié en 3 quarts-temps. Est-ce qu'ils sont arrêtables au sol ? Parce que là, ça devient délirant, quoi. Pas par Los Angeles, apparemment. Mais qui n'était pas une mauvaise équipe contre la course, hein, à la base. Ils prenaient, je crois, 85 ou 90 yards par match. Ils étaient, je crois, dans la première moitié de la ligue statistiquement. Enfin, c'était pas non plus la pire... Oui, non, mais en l'occurrence, est-ce qu'ils sont arrêtables au sol ? C'est vrai qu'il y a ce mélange un petit peu, alors c'est pas exactement le même contexte, mais qui est pas sans me rappeler les Giants 2008, je crois, avec cette espèce de faculté notamment d'avoir un coureur léger, insaisissable et un coureur beaucoup plus lourd. Brandon Jacobs et Ahmad Bradshaw.
Notamment, il y avait Derrick Ward aussi. Enfin voilà. Et Derrick Mais en Ward, tout cas, ouais, voilà, c'est il y a en effet cette différence de profil. Enfin, c'était le cas par exemple à New Orleans l'année dernière, justement avec Mark Ingram et Alvin Kamara. Et je trouve que justement, Mark Ingram et Lamar Jackson, il y a on joue sur différents registres avec un running back qui va aller beaucoup plus au carton et justement un quarterback qui est capable forcément d'aller chercher des petites brèches face à des défenseurs qui commencent un petit peu à fatiguer. Gus Edwards, qui n'était pas forcément à pareille fête depuis le début de la saison, a parfaitement réussi justement à être ce complément du jeu au sol de Baltimore. Et en effet, on se retrouve dans la même configuration très clairement que la fin de la saison passée, où ça va pas être évident de réussir à stopper cette équipe de Baltimore au sol, où défensivement également cette équipe des Ravens ça monte en puissance, et ça fait quelques semaines maintenant qu'on sait que Baltimore commence à être un candidat quand même assez crédible, assez sérieux, notamment pour les premiers spots en vue des playoffs. C'est le cas notamment depuis leur victoire face aux Pats. Après, j'anticipe également comme New England, mais forcément la principale question ça va être de savoir ce que donnera Lamar Jackson en playoff. C'est ça, bon, on en est là, mais après il y a des vrais progrès. Ah oui. Au niveau de la passe, là, il distille, c'est assez incroyable. La défense fait le boulot aussi. L'occasion de parler justement de la défense des Ravens, c'est l'attaque des Rams qui était en face. Et là, par contre, c'est de pire en pire. Ils avaient 111 yards après 3 quarts-temps, les Rams. Ils en rajoutent une centaine dans le 4e, mais ça compte pas. Goff est intercepté 2 fois. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces Rams ? La défense des Ravens monte en puissance, on est d'accord, mais c'est pas censé être la meilleure de la ligue. Et pourtant, les Rams n'existent pas quoi sur ce match. Est-ce que c'est une année sans pour McVay ou est-ce qu'il a plus du tout de solution ? Est-ce que Goff est cramé ? Mais moi, en fait, j'ai toujours cette désagréable sensation. Alors, c'est peut-être moi qui extrapole un petit peu le truc, mais j'ai toujours cette impression que McVay a toujours peur de perdre Jared Goff après une contre-performance. Et on a la sensation également, alors c'est peut-être son école de pensée qui veut ça, mais ça doit forcément passer par le jeu aérien. Et là, la semaine dernière, on se satisfaisait du fait que Todd Gurley récupère un peu plus de portée au niveau du backfield. Là, très clairement, à partir du moment où ils ont vu que la défense n'arrivait pas à stopper l'attaque de Baltimore, ils se sont dit, bon bah allez, on va passer. Sauf que, bah voilà, contre une équipe des Ravens qui était plus que solide, qui a réussi à mettre énormément de pression, qui avait notamment un Marcus Peters assez contrarié par son départ forcé de Los Angeles il y a quelques semaines. Bah, clairement, c'est pas passé. Et bon, bah, McVay s'est mis en tête de vivre et mourir par le jeu aérien. Bah, en l'occurrence, depuis quelques semaines, les Rams meurent par le jeu aérien et risquent de louper les playoffs par rapport à ça. Et c'est ça. Derrière, ils jouent Cardinals, Seahawks, Cowboys, 49ers, Cardinals. À mon avis, c'est fini. Et de toute façon, vu la manière, ça en prend pas le chemin. Bills 20, Broncos 3, 49 yards à la passe pour les Broncos si on retire les sacs. C'est donc 49 yards de gain sur les jeux de passe. Sinon, Brandon Allen est à 10 sur 25, 82 yards, un touchdown. Est-ce qu'on passe à Drew Lock ? Bah, ça dépend, il est opérationnel à 100% parce qu'il me semblait que c'était il doit pas être loin. Principale problématique à l'heure actuelle. Je suis pas sûr qu'ils auraient tenté Brandon Allen si Drew Lock était dispo. Mais oui, je pense que de toute façon, c'est un peu dans le souhait de John Elway. Je pense que limite, ça l'arrangerait plus avant l'intersaison d'avoir clairement une idée précise de ce que donne son deuxième tour et de savoir si éventuellement ça vaut le coup de tenter le tout pour le tout lors de la prochaine draft. Sinon, ils peuvent encore changer. Ils sont plus à ça près. Depuis le début de la saison 2017, les Broncos, c'est 6 quarterbacks, 3 coordinateurs offensifs et 2 coachs. Donc, on est quand même pas mal niveau turnover. Bon, il n'y a rien. Après, les quarterbacks, ils n'ont pas de bol parce qu'il n'y a pas grand-chose autour maintenant. Il y a Courtland Sutton et Philip Lindsay qui font ce qu'ils peuvent, mais il n'y a pas vraiment de ligne, il n'y a pas vraiment grand-chose, quoi. Donc, c'est une problématique quand même un peu plus globale du côté de Denver. Oui, bon, après, voilà, on sait que depuis les blessures des quarterbacks, depuis le départ d'Emmanuel Sanders, de toute façon, on sait que officiellement, enfin, en attaque, offensivement, il y aura une transition du côté de Denver. On fait un petit peu un bilan des forces en présence à l'heure actuelle et puis on essaiera de construire de la part de Vic Fangio en cours de route. Maintenant, si tu me permets d'enchaîner sur Buffalo en même temps, voilà, victoire à obtenir pour les Bills, ils vont la chercher grâce à une grosse défense. Et puis grâce à des jeux importants quand il faut les faire, quoi. Josh Allen qui va chercher un touchdown sur Chris Harris, ce qui va sans doute pas arriver souvent. Et puis 244 yards au sol encore, hein, ils restent fidèles à leur identité. Oui, très clairement, avec notamment Frank Gore qui a bien pris le relais de Devin Singletary. Non, franchement, c'est encore une fois, on le dit, on le répète, ça aussi malheureusement. Et si les Bills vont en playoff, je pense que une fois que le jeu au sol sera contenu, ça va très sérieusement se gâter pour Josh Allen. Ouais. Ils gagnent malgré leur quarterback, mais bon, pour l'instant, encore une fois, ça passe et il y a de fortes chances, en effet, qu'ils soient en play-off, ils s'en rapprochent petit à petit.
Et Frank Gore est le 3e coureur de l'histoire maintenant au nombre de yards gagnés. J'ai beaucoup aimé les commentateurs ricains qui étaient chauds bouillants, genre « Vous avez assisté à l'histoire aujourd'hui !» Il est 3e, il n'est pas premier. L'histoire, c'est premier, non? Ouais, enfin, c'est énorme. Bon. Au-delà de ça, c'est vrai que ce qui est assez énorme, c'est la longévité de Frank Gore quand on sait les difficultés qu'on a sur le poste de running back à rester à un tel niveau durablement. C'est ce que j'allais te dire. C'est sa 15e saison de suite avec au moins 500 yards gagnés. Il y en a que 2 qu'on fait mieux. Petit quiz, est-ce que tu sauras qui a fait 16 saisons avec au moins 500 yards gagnés? Que ce soit à la réception ou à la course. C'est des joueurs récents ou pas? C'est des joueurs récents. Il y en a un qui est toujours en activité. Peterson? Non. Pas Peterson. Peterson, il doit avoir une saison avec une blessure qui a dû lui flinguer ça, parce que oui, sinon il aurait été dedans. D'accord. Il n'y a pas du Emmitt Smith? Non, c'est Gore doit être le premier coureur, parce que les 2 au-dessus, ils attrapent des passes. Oula. Ouais, non, là, je t'avoue que... Il y en a un que tu connais bien, il est passé par Atlanta. C'était sa 2e équipe. Qui est passé par Atlanta. Non. Receveur ou tight end. Ah bah Tony Gonzalez. Bah oui, Tony Gonzalez. Ah oui, mais alors attends, moi j'étais resté braqué sur le jeu au sol, moi, pardon. Non, je te disais, voilà, Gore est le premier coureur avec 15 saisons à 500 yards gagnés. Les seuls qu'on fait mieux avec 16 saisons, c'est pas des coureurs. Oui, bah pardon. Bah, donc oui, Gonzalez et Rice du coup. Non, il est en activité le 2e. Ah oui, tu m'as dit qu'il était en activité. Fitzgerald. Larry Fitzgerald, ouais, c'est ça. Eagles 9, Seahawks 17, match très heurté du côté de Philadelphie. On a touché le fond, 4 ballons perdus par Carson Wentz. La défense des Seahawks qui progresse fort, mais quand même si la défense des Seahawks progresse fort, c'est dur d'excuser à quel point les Eagles sont perdus offensivement. Et là, je te vois faire des grands yeux et secouer la tête en avant. Ouais, c'était moche. Bon, il leur manque 2 linemen, il leur manque 3 receveurs, mais ça semble quand même plus profond que ça maintenant. Là, il manque une petite discipline quand même, parce que j'ai vu des choses au niveau... Même en college football, je ne vois pas ça. Ah oui, alors là... il y a quand même des actions, des problèmes de... Enfin, ne serait-ce que de tracé, d'assignation qui sont assez, je trouve, grotesques à un tel niveau, surtout quand tu prétends quand même jouer, parce qu'ils sont toujours en course, dans une NFCS qui est quand même à un très haut niveau cette année. Ils sont quand même en course pour remporter la division avec une fiche de 5-6. Mais je sais plus exactement toutes les actions que j'ai en tête, mais déjà rien qu'Arcega-Whiteside qui fait tomber, j'ai oublié son nom, André Dillard pour provoquer un fumble des Eagles qui amène à un TD des Seahawks. Enfin, il y a eu un nombre, je trouve, d'erreurs qui ont été commises assez grossières à ce niveau-là. Et alors, c'est un fait, manifestement, depuis que Frank Reich est parti de Philadelphie. En tout cas, on se rend compte que clairement, c'est pas Doug Peterson qui a l'air de tenir les clés de cette attaque. Que ce soit Nick Foles ou Carson Wentz, on jouait beaucoup sur de l'ego en fin de saison passée pour réussir à accrocher les playoffs. Là, clairement, je trouve qu'il n'y a vraiment plus d'âme dans cette attaque. Non, mais souvent, ça arrive. Des fois, le coordinateur est plus décisif. Et là, on le voit, clairement. On les cherche depuis le titre. Mais le facteur, c'est ça, c'est le départ de Frank Reich. En tout cas, c'est pas le coordinateur actuel, McGraw, qui très clairement fait progresser cette équipe-là. Même Carson Wentz, c'était pas bon ce week-end, alors que globalement, il essaye un peu de surnager légèrement au milieu du marasme. Mais voilà, la défense de Seattle, elle a pris ce qu'on lui donnait et elle a saisi les opportunités, les pertes de balles notamment, capitalisées dessus, ce qui est la base de la NFL pour notamment faciliter la victoire des Seahawks. Mais bien aidé par Rashad Penny, le running back des Seahawks, qui a bien pris le relais de Chris Carson. Meilleur match en carrière pour lui. L'attaque des Eagles, c'est difficile de dire que c'est pas plus les Eagles qui ont perdu que les Seahawks qui ont gagné. Je vais pas me faire des copains en disant ça, mais c'est vrai que... Bon, après Seattle défend fort. Ils ont autorisé que 2 touchdowns et 4 field goals sur les 2 derniers matchs. Il manque Jadevon Clowney et pourtant ça défend bien. Même Jared Reed se blesse en cours de match. Mais il y a KJ Wright, il y a Bobby Wagner. Enfin, il y a encore du lourd. Et tu l'as dit, au sol, Rashad Penny qui sort un bon match après un énième fumble de Chris Carson. Rashad Penny a enfin saisi sa chance. Il a dit c'est parce qu'il a arrêté le McDo. Donc c'était le point décisif. En tout cas, s'ils ont un monstre à 2 têtes au sol, les Seahawks, ça va pas être bon à prendre en playoff. Clairement. Saints 34, Panthers 31. Est-ce qu'il y a la pression sur Ron Rivera? On en a parlé en préparant l'émission, tu me disais, est-ce qu'on fait bientôt un point sur les coachs en danger? Ron Rivera en danger pour toi? Pour moi, oui, quand même.
Parce que s'il n'y avait pas mauvaise série, deuxième mauvaise série, on dira en 2 ans, je me dirais oui, il y a des absents du côté des Panthers, oui, il y a des choses qui sont éventuellement excusables, si je peux parler ainsi, de la part du front office de Carolina, qui peut se dire, bon, voilà, il n'y a toujours pas Newton, etc., mais on a vu en début de saison que ça marchait, et là, clairement, ça semble s'être un petit peu cassé. Maintenant, j'ai presque envie de poser la question, est-ce que tous les joueurs sont avec Ron Rivera? Parce que quand je vois... On parlait de fautes tout à l'heure du côté des Eagles, qui sont quand même assez grotesques. Quand on voit le fumble que provoque Rashan Golden en percutant DJ Moore sur le retour de coup de pied, quand on voit les innombrables erreurs de Joe Sly au niveau du jeu au pied, avec notamment ce field goal qui aurait pu permettre à Carolina de s'imposer et qui leur coûte la victoire ou au moins la prolongation. Je ne sais pas si Ron Rivera est souhaité du côté de Charlotte à l'heure actuelle, mais ce serait bien que les joueurs lui montrent un petit peu, parce que là, clairement, ils se sont remis dedans contre New Orleans, ils se sont bien repris après un début de match un petit peu compliqué. Un peu facilité, je trouve, par la blessure de Terron Armstead, qui a un peu mis les Saints dans le doute, je trouve, notamment offensivement. Mais Alors, encore une fois, c'est une mauvaise série à vite rectifier de la part de Panthers. Est-ce que si je me fais l'avocat du diable et de Ron Rivera, est-ce qu'on peut pas dire aussi qu'il y a des problèmes de construction d'effectifs qui sont pas dépendants de lui? Parce que j'ai l'impression que cette équipe, elle a les mêmes problèmes depuis des années. C'est-à-dire que, notamment, combien de temps ça fait qu'ils n'ont pas eu de receveur correct? Voilà. Est-ce que ça peut jouer en sa faveur? Est-ce que on peut peut-être penser à changer peut-être un peu plus haut que lui? Ça peut jouer en sa faveur, sauf que aux dernières nouvelles, c'est lui qui a choisi son coordinateur offensif, North Turner, qui connaît plus que bien, puisque les deux ont déjà collaboré par le passé du côté de San Diego. C'est North Turner qui aime bien avoir en effet ses receveurs un petit peu supersoniques, qui peuvent jouer écartés, un petit peu sur le même modèle, même si lui en l'occurrence c'est pas receveur que Christian McCaffrey, des joueurs qui restent relativement insaisissables, sauf que on se retrouve sur des situations notamment en goal line, et c'est ce qui est assez symptomatique avant le field goal de Joe Sly, où offensivement, même si c'est pas la pire prestation des Panthers cette année, loin de là, on se retrouve avec des décisions qui des fois sont un petit peu calamiteuses, donc bon, ils sont pas passés loin quand même, hein. Ah non, mais encore une fois, je suis pas en train de te dire qu'ils ont pris... C'était pas les Jaguars, typiquement les Panthers. Ils ont lutté jusqu'au bout et leur fiche, en effet, est un peu sévère. Mais encore une fois, il y a aussi la loi des séries. On sait qu'en NFL, c'est assez fatal. Il y a l'image que te renvoie le vestiaire et il y a les choix qui se sont faits. Et on sait que Turner est pas assez régulier en attaque. Et que là, défensivement, même s'ils jouent les Saints, ils prennent beaucoup de points. Contre les Falcons, c'était fait ouvrir la semaine dernière. Donc malheureusement, je pense que Ron Rivera, peut-être qu'il arrive également à bout de souffle et qu'il arrive peut-être pas à renouveler son discours, et j'aurais tendance à dire que c'est peut-être lui qui est plus menacé en l'occurrence qu'une personne au-dessus de lui, Marty Hurnley en l'occurrence, son general manager. Et de l'autre côté, Drew Brees, Michael Thomas, Jared Cook font des bons matchs. Tu l'as dit, il y a eu une blessure qui les a pas aidés en fin de rencontre. Bon, il faut quand même surveiller, hein. La défense a quand même pris des points sur la fin de match. Ça pardonnera peut-être pas contre certaines autres équipes qui auront peut-être aussi un kicker plus adroit, mais les Saints continuent leur petit bout de chemin vers les playoffs. Jets 34, Raiders 3. Trou d'air des Raiders, ou les Jets sont enfin à leur niveau? Ou les deux, évidemment. Non, les Jets sont à leur niveau. Ça fait quoi? Ça fait 3 matchs de suite à plus de 30 points et 3 matchs qui gagnent. Est-ce que la différence se fait notamment avec Quinnen Williams qui change la défense? John Gruden a beaucoup loué ses qualités et comme par hasard, Josh Jacobs n'existe quasiment pas sur ce match. Oui, c'est possible. Après, j'ai trouvé quand même cette attaque des Raiders plus que poussive, même si l'attention à la défense des Jets également, c'est toujours compliqué parce que je vais avoir tendance à donner un point de vue et on va penser que c'est dénigrer l'autre côté, pas du tout, mais je trouve que les Raiders ont clairement pas été inspirés offensivement. Après les Jets ont rien laissé à Derek Carr, très clairement. Ils ont réussi à mettre la pression qu'il fallait et à l'étouffer dès le début de la rencontre, et puis petit à petit les Jets ont réussi à creuser leur avance avec un Sam Darnold que je trouve beaucoup plus convaincant à l'inverse. On sent que ces semaines à rester sur le bord de touche forcé, ça lui a fait du bien en l'occurrence, même si ces dernières semaines on pouvait considérer, ils jouent Giants et Redskins, c'est pas le haut du panier. Là en l'occurrence les Raiders c'est quand même un sérieux candidat au playoff. Et on voit que l'attaque continue à bien tourner. Alors moi, ce que j'espère pour les fans new-yorkais, et j'en parlais jeudi dernier, c'est que c'est pas un feu de paille et qu'on termine pas la saison en boulet de canon pour laisser une deuxième année à Adam Gaze et que les problèmes reviennent l'année prochaine.
Mais en l'occurrence, voilà, si ça continue comme ça, même avec un Le'Veon Bell qui est pas forcément, qui est pas le principal dépositaire de cette attaque, New York s'en sort plus que correctement. Mais il a des ballons dans les airs, le Von Bell aussi un peu maintenant. Ils utilisent Il un peu a plus également sa des ballons palette. dans les airs. Ouais, mais tu vois, je sais pas combien il a mis de TD depuis le début de la saison, mais en tout cas, ça passe pas exclusivement par lui. C'est vraiment Sam Darnold le principal, la star offensive. En tout cas, Adam Gase essaye de faire en sorte que ce soit le cas. Et ces dernières semaines, ça a l'air de bien marcher, avec notamment des connexions assez efficaces avec Anderson ou Thomas. Et puis, du côté d'Oakland, c'est une petite piqûre de rappel que voilà, il y a aussi un effectif qui reste assez jeune, que ce soit en attaque ou en défense. Et que, bon, il y a petite raclée, mais que c'est pas une équipe à écarter non plus dans la course au playoff. John Gruden l'a dit, il a dit on est une équipe en développement, c'est un pas en arrière. Voilà. Bon, c'est une équipe en développement. Je redonne quand même pour finir la ligne de stats de Sam Darnold pour que les supporters des Jets la dégustent. 20 sur 29, 315 yards et 2 touchdowns. Browns 41, Dolphins 24, 3 touchdowns pour Baker Mayfield, meilleure évaluation de la saison, 147 yards au sol, 320 dans les airs pour l'attaque. C'est Miami en face, mais ça progresse quand même encore pour Cleveland. Et ça se remet dans la course au playoff grâce justement à la défaite des Raiders qu'on a citée juste avant. Les Browns sont plus si loin. Oui, tout à fait. Alors tu l'as dit, c'est vrai que c'est pas mal quand même de jouer les Dolphins de temps en temps sur le calendrier. Ça permet en tout cas à Baker Mayfield en proie au doute ces dernières semaines de se refaire clairement la cerise sur ce match-là, même s'il y a une interception au compteur. C'est vrai que il y a des fans des Browns qui le faisaient remarquer. C'est vrai que le début de saison, ils n'ont pas eu un calendrier assez simple. Là, en l'occurrence, ils jouent des équipes beaucoup plus abordables, en plus à la maison. Il me semble que c'était leur 3e match de suite à domicile, je ne vais pas me tromper, mais Buffalo, Pittsburgh, Miami. Donc ça c'est bien, ça permet de refaire le plein de confiance. On verra s'ils confirment le week-end prochain du côté de Pittsburgh. Ce ne sera pas une mince affaire sur un terrain hostile face à une équipe qui sera un peu revancharde. Là, on aura l'occasion de voir si dans un match configuration pré-playoff, si je peux parler ainsi, si Cleveland est vraiment dans une meilleure phase ou si ils ont un petit peu profité, on dira, des adversaires un petit peu plus en difficulté. Bon, en tout cas, c'est jouable au niveau du calendrier parce que c'est à Pittsburgh, ensuite ils jouent les Bengals, ensuite ils vont jouer les Cardinals, les Ravens et les Bengals. Mais a priori, ils sont quand même plus ou moins favoris de tous les matchs, sauf celui contre les Ravens. Tout à fait. Après, il y a au moins possibilité, je pense, de finir à 8-8. Ce qui sera déjà une bonne chose pour Freddy Kitchens quand on sait qu'il était un petit peu sur un siège éjectable il y a quelques semaines. Oui. Mais en effet, oui, s'il gagne à Pittsburgh, ça peut très très clairement être une équipe à surveiller et un possible spot en wildcard AFC. Et il y a 2 interceptions pour Joe Schobert qui avait déjà 2 interceptions lors du match précédent. Les Dolphins, leur meilleur coureur s'appelle Ryan Fitzpatrick. Ça vous résume à peu près l'ampleur de la tâche au niveau de la reconstruction offensive. Falcons 22, Buccaneers 35. Chris Godwin 7 réceptions, 182 yards, 2 touchdowns. Les Falcons se sont fait exploser en défense. Donc les 2 derniers matchs étaient l'anomalie. On reprend où on en était. On vire Dan Quinn. Oui, écoute, moi ça me rassure parce que je me suis dit c'est pour faire une saison, c'est pour faire comme les Jets. Je vais recommencer l'année prochaine. Donc non, mais là en l'occurrence, Jameis Winston a fait une Jameis Winston, c'est-à-dire qu'il y a 2 interceptions dans le lot. Non mais dès le premier quart, là les Falcons profitent même pas de ça. Donc là tu sens que c'est la retombée quoi. Oui, il y a un petit coup de mou. Même l'attaque n'a pas été bonne. Ils ont bien été muselés par Tampa. Je crois qu'il y a 10 passes déflectées pour 2 cornerbacks, je crois, pour Jamel Dean et Carlton Davis. Ça en dit long quand même, parce que c'est pas non plus les top cornerbacks de la ligue. 5 passes défendues pour chacun d'entre eux. On a eu un petit peu de mal, on n'a pas été très très inspiré pour les retrouvailles entre Dirk Cutter et Tampa Bay. Le coordinateur offensif d'Atlanta a eu un petit peu de difficulté et ça a fait la force de Tampa qui, on va dire, a fait le break notamment sur le touchdown, sur le retour de fumble de Ndamukong Kongsu. Il y a même un touchdown de Vita Vea, histoire de bien humilier les Falcons jusqu'au bout. Donc le touchdown le plus lourd de l'histoire, il fait 139 kilos, je crois. J'ai plus la conversion en tête, puisque le poids était en livre, mais c'est le plus lourd de l'histoire. Une stat positive, une stat moins positive pour les Buccaneers. Mike Evans, 1 milliard cette saison. C'est le seul joueur avec Randy Moss qui commence sa carrière par 6 saisons de suite à plus de milliard. Et Jameis Winston, évidemment, qui a fêté son 100e ballon perdu en seulement 67 matchs. Donc félicitations à lui, on est encore sur une bonne moyenne. Il faut accélérer un petit peu pour être à 2 de moyenne par match. Mais là, cette saison, il est pas mal, il est dessus. Donc on est bien. Si c'est dans une victoire. Oui, mais bon, là, on était sur de la full Jameis experience. Bears 19, Giants 14. Alors, tu vois que Mitchell Trubisky est bon quand il joue une défense naze, que sa défense lui rend le ballon en bonne position. Il peut atteindre les 19 points dans ces cas-là. Tu vois, il suffit que l'équipe d'en face soit nulle, que sa défense prenne les ballons et lui rentre sur les 30 yards, et bim, il peut mettre 19 points.
Et encore, il y a 2 interceptions, dont celle de Gultry dans la end zone. Voilà, donc je sais pas quoi dire. Pour moi, ce match change pas d'un iota ce que je pense sur les Bears. Pas plus sur les Giants qui perdent pour la 7e fois de suite. Daniel Jones, il a un petit péché mignon, c'est le fumble. 8 interceptions, mais 12 fumbles. Il préfère les fumbles. La protection du ballon, c'est pas son délire. Hein. C'est pas sa préoccupation première. Non, après, c'est tout bénef pour Chicago. Oui. Qui revient à 5-6. Ils ont un match à Détroit où on va sans doute en parler, mais les Lions en ce moment, c'est pas la joie. S'ils le gagnent, ils se retrouvent à 6-6. C'est le premier de la soirée de Thanksgiving, hein, c'est ça, on est d'accord. C'est le premier de la soirée de Thanksgiving, ouais. Voilà, c'est pour ça qu'on va faire une émission spéciale, je vous le dis d'abord, pour vous occuper en fait, hein, pour ne pas que vous ayez à regarder ce match, ou en tout cas que vous le regardiez d'un œil. Pas s'endormir. Bon, Khalil Mack n'avait réussi qu'un seul sac sur les 6 derniers matchs. Là, il provoque le fumble décisif en saquant Daniel Jones. Donc, c'est la cerise sur le gâteau. On passe au suivant ? On passe au suivant. Ouais, on passe au suivant. Bengals 10, Steelers 16. Mason Rudolph a été envoyé sur le banc pendant ce match. Est-ce qu'on le reverra ? Parce qu'il était bien nul quand même. Il était déjà nul contre les Browns, mais comme il s'était fait assommer à coups de casque, on l'avait oublié. Les fans de Cleveland espèrent qu'il revienne. Oui, pour que eux la ils l'attendent. Puisse s'en occuper correctement. Non, très franchement, je sais pas. Après, parce que là, on est sur de la stat de haut niveau. Hein. Mason Rudolph est à 8 sur 16, 85 yards d'une interception, et Devlin Hodges est à 5 sur 11 pour 118 yards et un touchdown. Bon, après, t'es sévère, il partage les snaps quand même. C'est pas des stats de folie, on est d'accord. Mais bon, on va dire que si tu mets les deux, ça fait. Disons que heureusement. Ça fait pas encore 200 yards. Disons qu'heureusement qu'ils ont une super défense et un peu de jeu au sol, parce que sinon c'est la première équipe qui perd contre les Bengals. Hein. Oui, alors après, moi ce que j'allais te dire, c'est que c'est vrai que j'étais très inquiet pour Pittsburgh, sachant le nombre d'absents qu'ils avaient. Ça ressemblait quand même malgré tout à un match piège, un match con à perdre dans l'optique des playoffs. Là, en l'occurrence, c'était tout sauf un beau match. Mais en effet, ils sont allés faire le boulot avec un Benny Snell qui sort de nulle part au niveau du jeu au sol pour justement aller chercher les first downs décisifs en fin de rencontre. Et même s'il y a eu un petit peu de frayeur, notamment avec un Joe Mixon incisif dans le dernier quart, voilà, globalement cette défense elle a été plus que solide et c'est ce qui permet à Pittsburgh de rester dans le coup jusqu'au bout. Combien de temps ça va durer et quand est-ce que les titulaires vont revenir ? Je parle pas de Big Ben mais des autres. Pouncey en l'occurrence c'est fin de saison hein, normalement si je me trompe pas. Pouncey non, c'est lui 3 il a matchs. Pas pris fin de saison lui. Enfin c'est 2 matchs. C'est 3 d'accord. réduits à 2 en appel. Donc il en manquera plus qu'un. Et tu mets des coups de pompe, tu prends 2 matchs. D'accord. Ah oui mais c'est la symbolique du casque. Oui c'est ça. C'est la symbolique du casque. Ryan Finlay 12 sur 26, 192 yards, un touchdown. Petit ange parti trop tôt, remplacé par Andy Dalton lors du prochain match. Je ne me rappellerai même pas du visage de Ryan Finlay pour être honnête. Je sais pas si regarder ces matchs. On en retient quoi ? Ce sera un remplaçant décent. Ouais, on va passer au match suivant quoi. Écoute, non mais je veux dire. Honnêtement, Andy Dalton, il n'était pas bien entouré. C'est pas le fait de mettre Ryan Finlay qui doit être un rookie, si je me trompe pas. Enfin, oui. Tu mets dans ces situations-là avec un head coach que je trouve dépassé par les événements. Et franchement, on parlait de Steve Wilks l'année dernière du côté d'Arizona qui a fait une seule saison. Il faudra vraiment m'expliquer ce qui a fait chavirer Mike Brown lors de l'entretien avec Zach Taylor parce que je le trouve dépassé par le contexte du côté de Cincinnati. Déjà que l'équipe est pas bonne. Si en plus le head coach il te rend pas service, bon. C'était peut-être celui qui demandait le plus petit salaire. Moi je vois que ça comme explication souvent. Parce que le nouveau Sean McVay, très franchement là, il me fait un peu de peine. Hein. J'ai presque envie de lui dire vas-y reprends un poste de coordinateur, souffle un peu. C'est peut-être à retardement l'effet en tout cas pour l'instant. Redskins 19, Lions 16. Est-ce qu'on approche de la fin pour Matt Patricia ou est-ce qu'on excuse parce que Matt Stafford n'est pas là? Ouais. Bon, la réponse est donc oui la fin, non l'excuse. T'as bien résumé, non c'est... Je sais plus quoi dire avec Détroit honnêtement et pourtant Bo Scarborough par exemple il fait les stats au niveau du jeu au sol. Il y a quelques petits jeunes qui arrivent à sortir du chapeau, des Amani Oruwariye, Jalani Tavai sur le run stop. Mais il y a des cadres qui répondent pas présents. Je pense que Darius Slay il a plus la tête à Détroit depuis les petites polémiques qu'il y a eu avant la trade deadline. Trey Flowers n'a jamais donné le rendement qui devait être le sien, alors que pourtant il était censé bien s'incorporer dans le système de Matt Patricia. Et puis offensivement, on dira il n'y a pas de Jeff Driscoll. Alors, il n'y a pas Matthew Stafford et il y a Jeff Driscoll. La ligne offensive a été absolument catastrophique sur ce match-là. Et voilà, Jeff Driscoll, c'est exactement la même chose que Ryan Finlay. Je veux dire, il peut pas faire de miracle non plus. Et sur ce match-là, bon,
Alors voyons le positif. Washington sur un malentendu s'impose. Voilà, j'allais dire, voyons le positif. Il y a eu un vainqueur dans ce match. Ils sont contents. C'est Dwayne Haskins et les Redskins. Dwayne Haskins avec une fiche de 13 sur 29, 156 yards et une interception. Mais quelques passes qui font la différence en fin de match et un peu d'enthousiasme. C'est vraiment à l'arrache. Il n'y a vraiment pas grand-chose en face. C'est ça. Mais Dwayne Haskins a sa première victoire. Ouais, c'est ce qu'il faut se dire. Après, le pire dans cette histoire, c'est que Détroit fait un non-match et ils perdent sur un retour de coup de pied, quoi. C'est bon, c'est un peu ouais, franchement ça fait froid. Honnêtement, sur ce match-là, il y avait Bill Callahan d'un côté, Matt Patricia de l'autre. Je ne suis clairement pas sûr qu'on reverra ces deux head coachs l'année prochaine. C'est possible. Texans en 20, Colts 17, on finit avec le match du jeudi. Moi j'en ai parlé dans le fauteuil, donc je te laisse parler. J'étais parti sur des gros jeux, des gros joueurs, c'est-à-dire les Colts ont la base, mais les Texans ont les playmakers, et c'est les playmakers qui sont passés sur ce coup-là. Oui, avec de toute façon c'est un peu à l'image de la FC Sud justement, ces deux équipes qui de toute façon n'ont pas un écart monstrueux et ça s'est ressenti sur ce match-là, on va dire, avec un coup toi, un coup moi au niveau du tableau d'affichage. Et puis on va dire que la connexion Watson-Hopkins a été décisive en fin de rencontre, là où celle entre Brissett et Hilton a été un petit peu compliquée avec un drop un peu fâcheux du receveur star d'Indianapolis, la perte d'Eric Ebron en cours de route. On va dire malgré un jeu au sol assez cohérent comme d'habitude du côté d'Indianapolis et la bonne surprise de Jonathan Williams, voilà, on va dire que la défense contre la passe de Houston a réussi à limiter la casse et à permettre à son équipe de s'imposer de justesse. En disant à toi, à moi, tu m'inspires des nouveaux jeux de mots sur toi, Tagovailoa. je me disais une équipe à toi ou des choses comme ça va passer aussi ça. Je suis vraiment impatient de sa draft. Déjà, sois impatient qu'il soit remis sur pied, hein, parce qu'aux dernières nouvelles, il n'est pas encore pleinement opérationnel. Mais ça va faire premier tour quand même. Hein. On sait bien qu'il y a une équipe assez dalleuse qui va le prendre, ou Bill Belichick qui va le récupérer comme un petit filou. C'est possible. Les tops et les flops, c'est maintenant. Les tops et les flops de la semaine, Grégory, je te laisse commencer. Quel est ton top ? Les tops, je suis un peu obligé, Ryan Tannehill, parce que c'est vrai que c'est un peu ce genre de quarterback, en effet, sur lesquels il est assez facile de taper, je trouve. C'est un peu des... Alors, je vais pas dire des quarterbacks kidam, parce que justement, ce serait un peu aller contre mon point, mais c'est vrai que c'est ces quarterbacks qui sont pas élites, qui font pas 300, 350 yards par match. Mais ça reste des mecs, je veux dire, faut quand même tenir compte que en NFL, il y a quand même, il y a combien de joueurs ? Il y a pas loin de 2000 joueurs, si je sais à peu près compter. Autour de 2000, je crois, ouais. Je veux dire, on est quand même sur un poste où il y en a à peu près, 40, 50 grand maximum qui sont à peu près crédibles dans une ligue où on a quand même la crème de la crème des joueurs de cette discipline. Je veux dire, voilà, Ryan Tannehill, bon, encore une fois, à Miami, il soufflait le chaud et le froid, mais c'était quand même un titulaire, je trouve, assez solide du côté des Dolphins, largement au-dessus d'un Jameis Winston, de mon point de vue, même si j'ai toujours dit que Winston était capable de fulgurance, comme il l'a montré ce week-end. Et donc voilà, je trouve ça sympa quand même qu'ils permettent aux Titans d'y croire jusqu'au bout et d'au moins récupérer un contrat possiblement... pour la saison prochaine du côté du Tennessee pour continuer ces refondations, on dira, du côté de Nashville. Eh ben écoute, on est d'accord, j'avais Ryan Tannehill aussi, tu vois. Donc il n'a pas volé la couve de cette semaine, hein. On a fait le visuel pour lui et tout, il n'a pas volé. Non, et alors moi c'était pour Tannehill et pour une action en particulier, c'était son touchdown parce qu'il va vraiment au mastic et il m'a fait plaisir. C'est vraiment le genre de course où tu te surprends à supporter le mec et à dire vas-y mon gars, et il y va, tu vois, c'est un presque hélicoptère. J'étais vraiment, oui, on était pas loin de l'hélicoptère et franchement j'ai eu un petit frisson comme ça là qui m'est monté. Je me suis dit lâche pas le ballon mon gars, ouais, pas d'hélicoptère mais une très belle figure. Donc félicitations à Ryan Tannehill. Ton flop? Mon flop, bien entendu, je l'avais il y a 2 secondes, je l'ai perdu en cours de route. Attends, vas-y, fais-le parce que du coup je l'ai perdu. Moi c'est simple, j'en ai marre de voir des kickers rater des trucs. Ah bah c'est ça, c'était Joe Sly. Ah bah voilà. Et qu'est-ce qu'on est d'accord cette semaine. Mais alors moi je vais aller plus loin que toi parce que, et là tu seras pas d'accord, mais j'en ai marre de voir des kickers rater des trucs, des field goals, des extra points, des machins, et en fait j'en ai marre que des mecs qui passent en tout et pour tout 50 secondes sur le terrain dans le match décident de l'issue des rencontres. J'en peux plus. Et combien il y en a au Hall of Fame? Il y en a un ou deux, non? Il y a Ray Guy, si je dis pas de bêtises. Il y a pas Anderson depuis peu? Ah oui, Morten Andersen, ouais c'est possible, oui. Bon bah voilà, donc il y en a un ou deux.
Voilà. Et donc un poste où il y en a un ou deux qui sont au panthéon de la discipline Tu sais qu'on ne sera pas d'accord. décide de tous les matchs en ce moment parce qu'ils ratent tout et ils ratent plus dans les field goals. Pourquoi ? Parce qu'ils ont plus de pression sur les extra points a priori. Donc voilà. Mais j'en ai marre de les voir rater des trucs alors que les autres se bougent le derche. Il y en aura d'autres des kickers au Hall of Fame. Quand Vinatieri il sera, tu diras bah oui c'est logique. Ouais, cool, il y en a 3 en 50 ans, 100 ans. Oui, bah écoute, c'est relatif à leur paye aussi, hein. Ils touchent pas des milliers des cents non plus. En effet, je suis d'accord avec toi. C'est relatif à leur utilité. Il y en a 3 parce que voilà. c'est eux qui passent 50 secondes par match sur le terrain. C'est assumé, s'ils se loupent, ils sont coupés. S'ils marquent, tant mieux pour eux. Et ils seront décisifs, ils seront à l'honneur sur un poste qui ne l'est jamais. Donc, j'aimerais pas être un vrai joueur qui se bouge le derche sur le terrain pendant tout un drive de 9 minutes pour voir un gringalet monter sur le terrain. Et quand je dis gringalet, c'est avec tout le respect parce que je dois faire le même gabarit. Pour voir le mec arriver, tapoter son petit pied arrière, frapper et puis mettre ça à côté des poteaux. En 10 secondes, le mec il a ruiné tes 10 minutes de boulot, quoi. Donc voilà, félicitations, merci à lui, moi j'en ai marre. Il y a du vrai, mais j'ai du mal à te suivre jusqu'au bout de ta démarche. En fait, j'ai du mal à comprendre ta finalité. Tu veux définitivement supprimer le poste de kicker, en gros. Je sais pas, ou alors faut prévoir des châtiments corporels, des trucs plus violents pour les motiver, genre Myles Garrett t'attend avec un casque à la sortie du terrain si tu rates, on fait une CFL à 11 en fait. On joue même pas les punts, les kicks, on s'en fout en fait, on joue toutes les tentatives jusqu'au bout. Ouais, pourquoi pas. D'accord, bah écoute, on enverra la lettre à Roger. Pourquoi pas. Franchement. Quand je vois qu'on demande à Jason Garrett de jouer les 4e et 7 a priori, tiens, il aurait pu lancer la mode. Il aurait dit allez YOLO, on s'en bat du kicker, on met que des touchdowns. Donc, tu vois, c'est à cause de lui en fait, c'est pour ça que les gens lui en veulent. Peut-être qu'on aurait pu lancer un truc avec Jason. Et en flop, j'ai oublié les Eagles parce que encore une fois. Évidemment. Moi, je voulais pas être totalement négatif, je l'avais noté, j'étais pas sûr de le dire, mais j'ai remarqué que absolument tout le monde se plaint de l'arbitrage. Donc a priori, alors on est d'accord, hein, mais du coup vous pourriez arrêter parce qu'a priori ça s'annule. Vu que j'ai vu tous les supporters de toutes les équipes se plaindre de l'arbitrage, a priori il n'y en a pas une qui est plus avantagée que l'autre, donc ça sert plus à rien. Non, mais bon. Non, je sais pas. Moi j'ai l'impression qu'en ce moment, sous tous les résumés de match, sous tous les tweets, sous tous les machins, je lis ouais mais vous avez pas parlé de l'arbitrage, ils ont été machin. Alors oui, mais au bout d'un moment, ça s'équilibre vu qu'ils sont nuls tout le temps. Donc on l'a déjà dit, hein, on va pas faire l'inventaire à chaque fois. donc voilà. Mais c'était le petit moment ronchon. Les questions. Les questions de la semaine, Grégory. Tiens, une question de... Bah oui, mais ça, alors c'est pas vraiment une question de Henri. Si les amendes des joueurs NFL sont données à des associations caritatives, est-ce que cela veut dire que Ventas Burfict est le joueur le plus bienveillant de toute la NFL avec ses 5 millions d'amendes? C'est pas bête comme raisonnement. Ouais, on peut voir les choses comme ça, ouais. J'aime le raisonnement. En fait, ce côté un peu... Moi, j'aime le raisonnement de Henri parce qu'il est positif. Tu vois, Henri, il a l'air de mettre un tour positif à toutes les choses dans la vie. Et ça, c'est bien. On va l'inviter à l'émission. Question de Bud Fumbler. Oublions Lamar Jackson et Russell Wilson. Au fond, est-ce que Jameis Winston n'est pas le joueur le plus divertissant de la ligue? À chaque fois qu'il lance la balle, absolument tout peut arriver. Mais oui, mais c'est ce que je dis. Je suis d'accord là-dessus. Mais honnêtement, alors, je sais pas si Tampa Bay va le re-signer ou pas. Ça va être un petit cas de conscience quand même, parce qu'ils sont pas partis pour être numéro 1 ou numéro 2 de la draft lors de la prochaine intersaison, mais je pense qu'il aura clairement pas de mal à retrouver un poste, même s'il est débarqué, il est débarqué des Buccaneers, pardon. Ouais, oui, non, mais il y aura toujours quelqu'un d'assez dingue pour tenter, hein. Mais moi, je l'aime bien parce que quand il lance une interception, j'ai toujours maintenant ce petit rictus devant ma télé, je fais c'est toujours pareil. Un truc comme ça. Tu vois, je fais toujours un truc genre qu'il est con, mais au moins ça passe. Et ça, maintenant, ça me met de bonne humeur. Franchement, là, je m'en rappelle très bien. Un dimanche, il lance en début de match. Donc en général, c'est quand je suis encore en train de ranger le matos du fauteuil et tout. Et donc à un moment, je jette un œil vers ma télé. Je vois, tu sais, c'était le red zone. Donc ils y vont toujours quand il y a une action importante. Et là, il dit, on va attendre pas maintenant. Et là, je dis, il va se faire intercepter. Et la balle, elle arrive, boum, sur le défenseur, je fais. Et voilà. Sacré Jameis.
C'est ça, sacré James, putain, il est con, ça fait du bien. Donc, j'en étais où hop. Bah, Fancy Rivera demandait Phoenix Lights, ça, on en a parlé. Grégoire, au-delà de Jameis Winston, le facteur déterminant pour gagner du côté des Buccaneers n'est-il pas, selon vous, plutôt leur défense, car Tampa parvient toujours à gagner lorsque celle-ci est au rendez-vous, comme dimanche dernier contre les Falcons, alors que quelques bonnes prestations de Winston n'ont pas été forcément synonymes de victoire. Je me permets de dire, il faut que vous arrêtiez de défendre Jameis Winston, en fait. C'est pas la défense. Quand il rend le ballon quasiment 2 fois par match à l'attaque adverse, de toute façon, il flingue aussi la défense. Oui, quoi. non mais là où je rejoins ce qui est dit, c'est que je pense que le problème est plus vaste que vraiment Bien juste sûr. Jameis Winston. Non mais bien sûr, la défense n'est pas bonne non plus. Voilà, l'équipe est pas complète. On sait qu'il y a des problèmes sur le backfield défensif depuis des années et des années. Même la O-line n'est pas parfaite cette année. Le jeu au sol, on n'en parle même pas. Donc c'est vrai que, bon, est-ce qu'on met pas peut-être un peu trop de pression justement sur un joueur qui ne devrait pas en avoir autant ? Peut-être que si tu fais jouer Jameis Winston dans le contexte d'un Jimmy Garoppolo, avec un gros jeu au sol, peut-être que Winston te fait un peu moins de bêtises. Non mais c'est pas une raison pour être une bombe à retardement en permanence ça, non plus. Quoi. On est d'accord. Donc, mais je suis d'accord, la défense est pas bonne non plus et tout ça. Mais faut pas non plus défendre Winston avec des trucs comme ça ou quoi. Il peut pas se permettre d'avoir le taux de turnover qu'il a. Mais après, oui, la défense est pas bonne. Mais voilà, on l'a vu, il gagnait plus avec Fitzpatrick l'an dernier, donc, qui est pas non plus hyper régulier en termes de conservation du ballon. Donc, oui, voilà. Justement, même lui, il a fini par perdre beaucoup de temps. Mais bon, encore une fois, il a fini aussi. Le propos, c'est pas de dire que Winston est fabuleux, etc. Mais oui, c'est clair que malheureusement, il n'y a pas tout autour de lui qui permet, on va dire, de réduire cette marge d'erreur, quoi. C'est sûr. Moi, après, il est quand même pas à plaindre au niveau des receveurs. Hein, parce que Mike Evans. Ah bah, même Godwin, si tu prends ses derniers mois et sa prestation du week-end, oui, ça va à peu près. Quand même. Mais bon, il a du talent, le bougre. C'est pour ça qu'on aime bien parler de lui. Clint Eastwood avait demandé ce qu'on ferait à la place de. Alors, il l'avait un peu plus romancé, mais ce qu'on aurait fait à la place de Jason Garrett sur le 4e essai. Il avait l'air de penser que c'était un peu un couard, selon lui, mais non, on était plutôt d'accord que ça nous choquait pas, quoi. Non, franchement, c'est pas la décision qui me surprend le plus. Tony Gonzalito nous demande: salut la compagnie, les deux équipes avec le meilleur bilan actuellement ne se distinguent pas par des quarterbacks au perf énorme semaine après semaine. Dans vos souvenirs, quels sont les quarterbacks les plus Alex Smithesques, voire limités à atteindre le Super Bowl? Nick Foles ou Kaepernick ne comptent pas puisqu'ils n'ont pas fait la saison entière. Et il met entre parenthèses: j'ai pas dit que Brady est Alex Smithesque. PS, Alex, je te love. Donc oui, Brady et Garoppolo sont pas à un niveau stratosphérique cette année, même si Garoppolo sort les matchs quand il faut, hein, il en a tapé un 400 yards quand même. C'est quoi les quarterbacks dans ta mémoire qui sont les plus... comment on dit, moyens, passe-partout? Si on cherche un vrai duel what the fuck entre quarterbacks relativement moyens, alors j'ai plus le numéro bien entendu, celui de 2000 entre Baltimore et les Giants. On avait quand même eu Kerry Collins contre Trent Dilfer. Ouais, Kerry Collins. Oh là là, oui. Ça n'étonnera personne, ce match était une prestation défensive, mais... Oh, ouais, il était violent celui-là. On a eu Flacco Kaepernick quand même. Hein. Mais voilà, moi j'allais te dire que Flacco, le truc qui est bizarre là-dedans, c'est que Flacco, c'est un mec lambda moyen, mais qui prend un feu terrible sur l'espace d'un mois, quoi. Donc il est pas dans son état de quarterback moyen sur la campagne de playoff. C'est ça. Après, j'ai pas vu qu'il précisait que dans sa logique, il comptait pas parce qu'il avait pas fait la saison entière. Donc oui, Kaepernick comptait pas. Mais Flacco, pour moi, rentre dans ce moule si tu prends l'ensemble de son œuvre, on va dire. C'est un quarterback moyen qui va au Super Bowl, mais il prend feu pour y aller. Donc je sais pas trop. Et après, non, sur les dernières années, c'est quand même plutôt du bon. Les quarterbacks. Non, franchement, il y a eu quoi ? Il y a eu... après, si tu pars par là, il y a Denver avec Peyton Manning, mais bon, en face, Cam Newton fait quand même une saison MVP. Ah, t'as dit en face? J'ai cru que t'allais dire en phase terminale. Je croyais que tu parlais de Peyton Manning. Parce qu'à ce moment-là, il est quand même... T'as forcément les années Manning avec Brady en face, mais bon... Attends, je me mets un petit historique des Super Bowls pour vérifier. On a New England, Los Angeles. Bon, Jared Goff, il est lambda, non? Ouais, il est Alex Smith. Oui, non, après. La question, c'était est-ce qu'il y en avait pas deux? C'était juste un seul. Ouais, non, c'était un seul. C'était pas les oppositions. Ah, bon, écoute... Jared Goff, ouais. Il est Alex Smith. Hein. Bon, allez, ouais, vas-y, je te le laisse. Donc, et derrière, on a quoi Non, Eli Manning, c'est un Hall of Famer, on a dit. J'ai pas le droit de dire qu'il est Alex Smith. Écoute, au moment où il arrive au Super Bowl, on peut considérer qu'il est Alex Smith quand même. Voilà. En fait, Eli Manning, il est en dessous d'Alex Smith en saison régulière, mais bien au-dessus en playoff. Exactement.
Donc il a ce paradoxe-là. Je remonte Il est un moins petit con, il joue peu. un mois dans l'année. Pas bête, bien vu. Bon, il y a Rex Grossman en 2006 quand même, en remontant le classement, je l'avais bien oublié. entendu, oui. Il y a quand même un Rex Grossman. Matt Hasselbeck, c'était un bon quarterback. Ah mais oui. c'est pas... Ah oui, c'était Ouais, un bon si. quarterback, mais ça c'est le C'est un bon quarterback. Bon, il est au-dessus d'Alex Smith alors. clairement. Jake Delhomme aussi. C'est vrai que Jake Delhomme a joué au Super Bowl. Jake Delhomme, il se rapproche quand même un petit peu d'Alex Smith. Ouais, Jake Delhomme, on n'est pas loin quand même. Jake Delhomme, on est quand même pas loin. Dirty Fighter nous demande parmi les joueurs de votre top 50 estival, qui aimeriez-vous avoir pour la saison 2019 qu'on avait fait? Quelles sont vos plus grosses déceptions? Quels sont les joueurs qui ne méritent pas leur place? Alors, c'est une bonne question, mais je n'ai pas le classement sous les yeux, donc je voudrais pas dire de bêtises. Je me rappelle qu'on avait mis Aaron Donald en 1 et... Hop là, alors attends, j'ai trouvé le podcast où on refait le top 50 et j'essaie juste de trouver le classement global qui on regrette. Je vais te redonner le classement. Alors, Aaron Donald en 1, Patrick Mahomes en 2, Khalil Mack en 3, DeAndre Hopkins en 4, Julio Jones en 5, Von Miller en 6, Aaron Rodgers 7, c'est peut-être la première déception. En tout cas, il fait pas une saison... Voilà. JJ Watt en 8, bon... c'est ça. Ouais, il est blessé, mais bon, il fait pas un mauvais début de saison non plus. Pardon. Ah bah, je vais répondre tout de suite parce que j'ai le classement sous les yeux. Odell Beckham en 10. Odell Beckham en 10. Ouais, Odell Beckham en 10. Antonio Brown en 13 peut-être. C'est vrai qu'il est un peu haut par rapport à ses performances actuelles. Un peu, un chouïa, ouais. Et Andrew Luck en 16 et on avait le nez creux. Ouais, on avait dans le top 20, on a 2 mecs qui n'ont même pas joué. Enfin, si, Brown il a joué un peu, mais ouais. Donc, Stephon Gilmore en 18, c'est peut-être un peu bas du coup. Stephen Gilmore en 18, oui, ça peut être considéré comme un peu bas. Jalen Ramsey en 21, j'en ai pas parlé dans mes flops, mais c'est bien de faire la craqueuse après les matchs, mais c'est vrai. Quand on essaye de jouer sur le mental, ce serait bien d'en avoir un petit peu de temps en temps au passage. C'est et vrai. Je trouve que Ramsey, que ce soit à Jacksonville ou à Los Angeles, cette saison, il traverse un peu la saison comme un fantôme. En survolant, le reste du classement, il se tient plutôt pas mal. Hein. Moi, ça me... Bon, il y a Philip Rivers en 47, mais je l'avais déjà pas mis dans mon top 50 perso. Hein, donc, Alors, Thomas me paraît un poil haut. En 26, mais donc ça j'avais déjà dit à l'époque. Et Green en 35, mais bon, lui pour le coup c'est problème de blessure. Bah, il est blessé encore, ouais. Trey Flowers en 39, mauvaise saison. Oui, c'est vrai aussi. Et Cam Newton en 44, on en a guigné des mecs dans ce classement. Oui, ouais, il y en a quelques-uns qui n'ont pas fait une saison de ouf, hein, clairement, ça c'est sûr. Jason Kelce en 49 qui sort pas de sa meilleure saison, bien au contraire. Bon, on va terminer là-dessus en tout cas. Merci beaucoup Grégory. Toujours un plaisir. C'est la fin de l'épisode numéro 324 du podcast Touchdown Actu. On vous rappelle que l'émission vous est présentée cette année encore par le Hard Rock Café Paris avec ses soirées Game On tous les dimanches, Happy Hour pour tous ceux qui viennent voir les matchs. Et ce jeudi, c'est soirée Thanksgiving. On va vous remettre un article sur le site pour réserver. Vous pourrez voir les matchs. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Si vous ne pouvez pas aller au Hard Rock Café ce jeudi, vous pourrez nous regarder parce qu'il y aura une émission spéciale. Ce qu'on va faire cette semaine, c'est très simple. On fait l'émission du jeudi habituelle, on la met en ligne et derrière on fait un live spécial Thanksgiving. On va commencer à 20h15 et on vous suivra jusqu'à la fin de cette purgeasse que va être le Bears Lions. Il y aura des points. Bon, il va se terminer vers 21h30 grosso modo, donc en gros on est parti pour 1h15 d'émission. On aura un thème, on va parler des émissions, on va parler des équipes de fin de classement, histoire justement de parler un petit peu de ces équipes dont on parlera peut-être un peu moins là dans les 2 mois à venir avec la fin de la saison, la course aux playoffs et les playoffs en eux-mêmes. Donc on fera un petit point fin de saison pour les équipes de fond de tableau, leurs perspectives, est-ce qu'elles ont un quarterback, pas un quarterback. Grégory fera un petit teasing sur le power ranking, décidément j'y arrive plus, sur la mock draft qui arrive. Publication quand déjà la mock draft, Greg ? Vendredi, normalement dans l'après-midi. C'est ça, donc voilà, vous aurez un petit teasing la veille, on parlera un petit peu de quelques prospects comme ça pour vous faire saliver un petit peu avant ce qui arrive, et il y aura toute l'équipe en plus qui sera là, donc petite soirée live de Thanksgiving. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee, n'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font déjà. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, @tdactu sur Twitter et Facebook, @touchdownactu sur Instagram. N'oubliez pas, vous pouvez partager l'émission, on tirera au sort un vainqueur parmi ceux qui ont partagé, il gagnera un programme du Rams Bengals qui a eu lieu à Londres. Sur les réseaux sociaux perso, @Yellow Radio, ça pour Greg, @Alain Mattei pour moi-même, @Raphaël_TDA pour Raphaël, @RaoulVDG pour Raoul et @Camille Sarben pour Camille. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On se retrouve donc jeudi pour l'émission et le live de Thanksgiving. Merci encore Grégory. Merci à toi. À bientôt. Ciao, ciao. Living
jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes dans TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.